Bonjour, tu écoutes Les Relations démocratiques, un podcast de vulgarisation scientifique sur la sexualité. Aujourd'hui, je suis très content de te recevoir pour ce nouvel épisode, mais je dois te dire que je suis en colère par rapport au sujet qu'on va traiter. Je suis en colère parce que j'entends encore des gens dire que les couples queer sont plus instables que les couples hétéros. Et ils s'en servent pour dévaloriser, pour dire que des relations entre des personnes qui ne seraient pas un homme cis avec une femme cis, ça serait moins sérieux, moins solide, moins naturel. Et derrière cette petite phrase, en apparence objective, apparemment il y a des résultats des études scientifiques qui le disent, eh bien il y a toute une violence du regard normatif. Il y a ce vieux fantasme que l'hétérosexualité serait le modèle supérieur et que tout ce qui s'en écarte est voué à l'échec. Mais la vérité, c'est que ces chiffres qu'on utilise, ils racontent une histoire qu'on veut pas forcément entendre. Une histoire de couple queer qui serait laissé seul, sans reconnaissance, sans protection. Une histoire ici qui parle de solitude, de rejet et parfois de combat quotidien juste pour exister. Et à l'inverse, il y a aussi des couples hétéros qui durent, oui, mais parfois pour des mauvaises raisons. Parce qu'il le faut, parce qu'on a peur et parce qu'on n'a pas le droit d'imaginer autre chose. Alors dans cet épisode, on va regarder les choses en face et démonter cette idée reçue une bonne fois pour toutes. Parce que la durée ne prouve rien, ce qui compte, c'est la liberté, le respect, c'est la qualité du lien. Ce travail m'a amené à questionner de manière plus globale les dynamiques de couple, de manière universelle. Et dans cet épisode, on va répondre à 3 grandes questions. Que nous disent vraiment les études sur la stabilité des couples queer et comment est-ce que ça évolue à mesure que la société se transforme? Ça sera la première partie de l'épisode. Est-ce que la longévité est synonyme de bonheur? On verra ça dans la deuxième partie de l'épisode. Et quel est le poids du regard de la société sur la longévité des relations? Si tu découvres ce podcast, bienvenue. Tu dois savoir que c'est un podcast de vulgarisation scientifique. On aborde des sujets au travers de la littérature scientifique et toutes les informations données ici sont sourcées. Tu retrouveras le lien vers les études dans la description du podcast. Si c'est pas la première fois que tu écoutes un épisode des Relations démocratiques, merci d'être revenu. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait et à parler du podcast autour de toi. On commence la première partie de cet épisode avec une analyse de 25 années d'études sur la stabilité conjugale dans la littérature scientifique et plus particulièrement avec l'idée reçue de la plus grande stabilité des couples hétérosexuels comparés aux couples queer. C'est une idée qui est validée. Les couples queer, visiblement, se séparent plus souvent, mais il reste la question du pourquoi. Kurdec, en 92, s'intéresse à la stabilité des relations en fonction du genre et publie une des premières études portant sur à la fois des couples hétérosexuels non parents, des couples gays et des couples lesbiens suivis sur 5 années. En 92, Kurdec a réussi à mobiliser 75 couples gays, 60 couples lesbiens et 80 couples hétérosexuels mariés. Et il les étudie pendant 5 ans avec un suivi mensuel, ce qui est quand même, on imagine, une étude assez lourde à mettre en place. Et il montre des taux de rupture cumulés après 5 ans, qui sont pour les hétérosexuels de 4 à 5%, pour les gays de 20 à 25%, donc là on est vraiment 4 à 5 fois, on est 5 fois plus élevé chez les gays, et de 28 à 30% chez les couples lesbiennes, on est 6 fois plus élevé chez les couples de lesbiennes. C'est les premières études quantitatives qui montrent un écart vraiment important dans la stabilité des couples en fonction de l'orientation sexuelle, dans un contexte social où les couples de même sexe ne sont pas reconnus légalement et ni même valorisés culturellement. On est dans la fin des années 90 ici. Et Kurdec interprète déjà ces différences non pas comme une preuve de fragilité des couples queer, mais comme le reflet de leur moindre soutien social. L'absence de reconnaissance par les institutions, un couple queer n'a pas d'union reconnue, ne paye pas ses impôts ensemble. Et aussi un point, une plus grande exposition au stress minoritaire. C'est un point qu'on développera un petit peu plus dans la suite de l'épisode. Mais c'est l'idée que le fait d'appartenir à une minorité nous soumet à des micro-agressions, à des difficultés au quotidien, qui nous rend moins disponibles pour dépenser de l'énergie, pour s'occuper de la qualité de notre relation.
Là, on a une vue sur la fin des années 90. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe dans le milieu des années 2000. Et on a une étude de Balsam en 2008 où il étudie l'effet protecteur de la reconnaissance juridique. C'est l'idée que la mise en place de l'union civile dans certains États, là Balsam le fait aux États-Unis, c'est l'idée que la mise en place de l'union civile réduit le risque de rupture. Quand l'amour devient légitime, il devient plus durable quelque part. C'est une étude menée sur plus de 300 couples en tout, où il compare des hétéro-mariés, des couples gays et lesbiens ayant contracté une union civile ou non, et on établit des taux de rupture à 3 ans, et il montre un taux de rupture de 3% pour les couples hétérosexuels mariés, de 10% pour les couples gays et lesbiens sans reconnaissance légale, donc on est encore à peu près 5 fois au-dessus, entre 5 et 6 fois au-dessus, et de 4% pour les couples gays et lesbiens ayant contracté une union civile. On est plus que 2 fois supérieur au taux de rupture chez les couples hétérosexuels lorsqu'il y a la présence de cette union civile. L'étude, elle met en évidence un effet stabilisateur de la reconnaissance par les institutions. Être reconnu légalement réduit le risque de rupture. Et ça suggère ici que la légitimité sociale ou son absence agit comme un réel facteur de fragilisation ou de consolidation du lien. Plus tard, dans les années 2010, on a Rosenfeld en 2014 qui analyse ici un panel représentatif de 3000 couples aux États-Unis, suivi entre 2009 et 2012, et il montre que la stabilité dans le couple dépend moins de leur orientation sexuelle que de la reconnaissance par les institutions. Autrement dit, dans son étude, c'est encore une fois le statut légal du couple, marié ou non, qui détermine majoritairement son risque de rupture. Il montre que les couples du même sexe non mariés ont un risque de rupture multiplié par 2 comparé aux couples hétéro-mariés, mais une fois que les couples sont mariés, les différences s'effacent. Il note toutefois une différence chez les couples de lesbiennes qui semblent avoir un risque de rupture plus élevé que les couples gays, et il propose dans son article différentes hypothèses pour expliquer ces différences. C'est l'idée que les femmes seraient plus exigeantes quant à la qualité émotionnelle de la relation. On a cette idée qu'on se satisferait moins d'une relation moyenne en étant une femme, et donc ça conduit à rompre plutôt que de rester. Les couples de lesbiennes aussi verbaliseraient davantage les conflits, et donc ça rend des conflits explicites, ça nécessite de les adresser, mais ça se fait dans un environnement où les individus ne sont pas forcément plus équipés pour ne pas escalader, ne pas s'emporter, écouter activement l'autre et comprendre ce qu'il y a derrière. Donc la gestion du conflit ici est peut-être problématique, et on a plus de survenance de conflits et pas forcément une meilleure capacité à les gérer. Il montre aussi moins de barrières structurelles à la séparation, donc il y a peu ou pas d'enfants, mais ça c'est la même chose que pour les couples gays, mais surtout moins d'interdépendance financière. Et enfin, il y a un dernier point intéressant chez Rosenfeld, c'est que l'histoire invisibilise les lesbiennes, et même au sein des communautés LGBTQIA+. Et peut-être que cette invisibilisation dans l'histoire, dans les communautés, est un élément supplémentaire qui questionne la légitimité et qui, du coup, fragilise la stabilité du couple par ce sentiment de non-légitimité. En conclusion sur cette partie, vraiment une idée reçue qui est vraie. Il semble que les couples queer sont moins stables que les couples hétérosexuels, mais cela est à expliquer par les différences de reconnaissance dans la société et par les différences de ce qu'on pourrait appeler ce stress minoritaire, de tout ce poids qui pèse sur les individus liés à leur appartenance à une minorité. Et on voit dans l'évolution, dans la dynamique, une convergence de la stabilité des couples qui est permise par l'égalisation des droits et notamment par l'obtention du mariage pour tous ou de l'union civile. Ces premiers points me font questionner l'idée de longévité associée au bonheur, et est-ce que la notion de durée est nécessairement associée à de la satisfaction et du bien-être ? C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. J'aimerais commencer avec un résultat que je trouve vraiment très très fort. C'est en reprenant l'étude de Balsam en 2008. Il montre que les couples queer qui durent
rapportent une satisfaction plus élevée que les couples hétérosexuels mariés. Et là, on a vraiment cette idée qu'il y a une différence forte entre les dynamiques relationnelles des couples hétéros et des couples queer, et qui brillent par leur qualité relationnelle. Ils montrent que les hommes gays et les femmes lesbiennes en couple, donc ayant survécu pendant les 3 années de l'étude, pendant les 3 années de la durée de l'étude, ils montrent que ces couples rapportent significativement plus de satisfaction dans leur relation que les hommes et les femmes hétérosexuels mariés. Et cet effet, il est particulièrement marqué chez les couples en union civile, ce qui suggère, encore une fois, que la légalité et la reconnaissance institutionnelle jouent un rôle non seulement dans la stabilité, mais aussi dans la qualité de la relation. Ce résultat, il va vraiment à l'encontre de l'idée reçue comme quoi les couples queer seraient plus fragiles et moins satisfaits de leur relation. Et Balsam propose que ces couples queer qui sont restés ensemble, malgré finalement un environnement défavorable, moins de reconnaissance, plus de stigmates, eh bien ils développent des stratégies relationnelles plus conscientes. C'est-à-dire que, comme ils n'ont pas forcément de modèle à appliquer, ils se questionnent sur qu'est-ce qu'il faut pour que notre couple fonctionne et mettent en place une communication plus explicite, un engagement plus affirmé. Et tous ces éléments renforcent la satisfaction du lien sur le long terme. On a ensuite la question de la longévité. Est-ce que la longévité est toujours associée à du bien-être ? Et on voit chez Previti et Amato en 2003 une étude sur 2000 individus mariés. Dans cette étude, on recrute 2000 participants en 1981, on réalise tout un tas d'analyses, on leur pose plein de questions, on les suit de manière quotidienne. Et en 1983, on leur pose la question des raisons qui font qu'ils sont encore en couple. Et on regarde leur dynamique, en gros, on va les étudier jusqu'en 1997. Là, on a une étude quand même hyper dense, hyper longue, sur quasiment 20 ans, de la dynamique de couples hétérosexuels mariés. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi est-ce que les gens restent là quand en 1983 on leur pose la question ? Eh bien, ils sont 75% à rester pour des raisons positives, pour l'amour qu'ils ont pour l'autre personne, pour ce qu'ils aiment dans leur relation, pour la manière le fait qu'ils adorent leur manière de communiquer ensemble, par exemple. On a donc 3/4 des couples qui restent pour des raisons positives, mais qu'est-ce qui arrive avec le quart qui reste ? Eh bien, sur le quart qui reste, on a à peu près 25% des individus qui mettent en avant comme facteur pour rester ensemble, non pas des choses qui nous attirent, mais plutôt des barrières qui nous empêchent de partir. Et il y a en premier les enfants, il y a la religion, ou en tout cas les normes de la société, et enfin des aspects financiers ou logistiques, le fait d'avoir un crédit, une maison, ou d'avoir un certain niveau de vie qu'il ne pourrait pas maintenir en étant tout seul. Et il y a quand même quelque chose de vraiment très très fort là. On a 25% de personnes qui restent en couple pour des raisons pratiques ou parce qu'ils ont peur de partir, contre les 3/4 qui restent ici pour les bonnes raisons. Les personnes qui disent rester pour des bonnes raisons sont généralement moins sujets à divorcer. Quand on revient les étudier en 1997, généralement ils sont encore ensemble. Par contre, ceux qui parlent de barrières sont plutôt en détresse, on voit qu'ils vont moins bien. Et en 97, on voit que 70% d'entre eux ne sont plus en union à l'issue de cette vingtaine d'années. On a aussi 1% des participants qui ont parlé d'absence d'alternative. En gros, mieux vaut rester avec ce partenaire que de finir seul. C'est plutôt rare, 1%, mais Previti pense que ça pourrait refléter une honte sociale d'admettre cette situation, ou une intériorisation de normes sacrificielles, notamment chez les femmes qui n'exprimeraient pas du coup leur envie de partir pour rester dans un modèle très normé. Le résultat fort ici, c'est qu'un quart des couples restent pour des mauvaises raisons, ce qui se traduit néanmoins par une fréquence plus forte de divorce à long terme. Donc ici, il y a l'idée que la barrière à la rupture permet d'augmenter artificiellement la longévité du couple, et donc on se dit que
Eh bien, ici, il y a l'idée que quand on montre que les couples queer ont une plus faible longévité que les couples hétérosexuels, eh bien, il faut prendre en compte que les couples hétérosexuels ont peut-être une longévité qui est biaisée et qui est estimée comme étant supérieure à ce qu'elle ne devrait être s'il n'y avait pas ce poids de la société ou ces barrières qui maintiennent les personnes ensemble. On va continuer de questionner la relation entre le bien-être et la longévité du couple et on va regarder une étude de Tomer, Humberson et Pudrowska en 2013 où ils regardent comment la dépression peut affecter l'homme ou la femme dans un couple hétérosexuel et ils regardent quel est l'impact que la dépression de l'un ou de l'autre a sur la qualité de la relation. Et il montre que la dépression de l'homme a peu de risque d'atteindre la femme, alors que la dépression de la femme a généralement un fort impact sur l'homme si la femme partage et extériorise. On a dans son papier l'illustration qu'il y aurait comme une attente, un attendu que la femme qui subit une dépression souffre en silence. Et dans son papier, beaucoup de femmes témoignent d'un sentiment d'isolement profond, de frustration et de manque de réciprocité. Ce qu'elles apportent à leur partenaire, elles le reçoivent clairement pas en retour. Et il apparaît que la longévité de ces couples, c'est parfois le résultat d'une asymétrie de genre qui est internalisée dans le couple. La femme prend soin de son partenaire et s'oublie, et l'homme endure ou reçoit, mais il y a un fort déséquilibre du soin qui est donné dans ce couple. Et ici, la dissimulation de la souffrance, au nom peut-être du maintien de la paix conjugale, c'est un indicateur fort d'une sorte de malaise structurel qui est souvent invisible depuis l'extérieur, mais dans ce cadre, la souffrance féminine devient une condition de la stabilité conjugale et non pas un problème à résoudre. Et voilà bien un point super important que cette étude met en valeur, c'est à quel prix des couples hétérosexuels affichent une longévité très importante. Parfois, ça peut être au prix d'une détresse émotionnelle cachée chez un des deux partenaires, et cette étude montre que généralement ce partenaire, c'est plutôt la femme. Enfin, dans un dernier point, on va voir la relation entre la durée et la santé mentale. Et on va regarder l'étude de Wheaton et Kureluk, où on a une étude sur 571 adultes queer en couple, et il démontre que la santé mentale n'est pas vraiment liée avec la durée du couple, mais il voit plutôt que plus la qualité du lien est élevée dans le couple, moins les symptômes dépressifs sont fréquents. Et ce lien, il est amplifié lorsque l'engagement est fort et qu'il y a aussi une forte interdépendance émotionnelle entre les deux partenaires. Et ce point, il est important, c'est que dans le cas où la qualité du lien se dégrade, la souffrance psychologique est amplifiée. C'est un peu la manière de lire ces résultats. Mais dans tous les cas analysés, la durée de la relation n'a pas d'effet direct sur la santé mentale. C'est vraiment l'élément clé et le facteur de qualité du lien qui implique un effet fort sur comment se sentent les personnes. On voit vraiment que dans cette partie, cette longévité n'a pas vraiment de sens et le prestige social attaché à la longévité peut masquer des réalités intimes qui peuvent être beaucoup plus sombres. Dans certains cas, la durée, elle devient un carcan, on reste parce qu'on a peur de partir, pas parce qu'on est heureux. Et ce constat, il traverse toutes les configurations, mais il est renforcé chez les couples hétérosexuels mariés, où les barrières sociales, économiques et familiales à la séparation sont plus fortes. Il y a peut-être un petit point de clarification à faire sur cette partie pour bien dire que la durée ne rend pas dépressif, mais elle ne protège pas non plus. Ce qu'il faut retenir de ces différentes études, c'est pas que les longues relations rendent malheureux, ni que la rupture est toujours salutaire, c'est pas du tout ce que je dis. Les études qu'on a lues ne trouvent aucun lien direct entre la durée de la relation et des symptômes dépressifs. Ce qui compte, c'est la qualité du lien, le soutien reçu, la réciprocité du soutien reçu et l'espace de communication, d'expression mutuelle. Et encore une fois, ce n'est pas le nombre d'années passées ensemble. Une relation longue peut être belle et apaisante, ou au contraire pesante, mais c'est pas sa durée ou sa forme juridique qui va déterminer ça, c'est les dynamiques internes et le contexte dans lequel elle évolue. Conclusion de cette partie, la durée, c'est un mirage. Ce qui compte, c'est la qualité de ce qui se passe dans le couple. Il faut arrêter avec cet objectif de durée. Enfin, je voudrais aborder dans la troisième partie le poids du regard social.
l'idée de reconnaissance, de légitimité, et on va introduire cette notion de militantisme intime. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Déjà, on a vu avec Balsam en 2008 les premiers éléments qui indiquent que être reconnu permet de durer, c'est la reconnaissance des institutions fait tenir le couple. On a chez Balsam en 2008 l'idée que le Pacs stabilise la relation en offrant un cadre qui valide quelque part, qui rend légitime les couples. Dans son étude, on voit bien que les couples de même sexe ayant une reconnaissance légale présente une stabilité relationnelle comparable à celle des couples hétérosexuels mariés. Cette stabilité est associée à un effet de validation sociale. La reconnaissance par l'État renforce la légitimité perçue du lien et ça envoie un signal positif à l'entourage. Ça réduit aussi l'impact du stress minoritaire, mais ça envoie un signal fort aux individus qui se sentent plus légitimes. Il y a des personnes, des individus qui disent que la reconnaissance de notre couple m'a permis de croire qu'on avait un avenir. Il y a quelque chose quand même d'assez fort là-dedans. Et l'étude, elle souligne que le sentiment d'être reconnu comme un couple réel agit comme un facteur psychologique protecteur. Les partenaires se sentent plus en sécurité, plus légitimes et moins vulnérables aux micro-agressions sociales. Et la conséquence de ça, c'est qu'à l'inverse, l'absence de reconnaissance peut induire un climat de précarité affective, où l'avenir du couple est toujours conditionné à l'approbation des autres, au fait de devoir se battre pour exister. Et ça, l'idée de devoir se battre pour exister ou de pouvoir exister sans se cacher, ça a un impact quotidien sur les individus et c'est ce qu'on pourrait appeler l'impact quotidien de la visibilité sociale. Chez Riegel, en 2016, on a l'idée que se présenter comme un couple, être nommé en tant que tel, être reconnu, influence profondément l'intimité. On a une étude sur les expériences positives dans les couples de même sexe âgés. Et il y a cette idée forte qui revient, c'est que la validation sociale est citée comme un facteur de bien-être de la relation, et c'est un facteur central. Des gestes simples comme pouvoir se présenter comme un couple, apparaître ensemble devant des amis, devant même les collègues de travail, eh bien ça a un impact fort. Et même cette reconnaissance dans les institutions se traduit pour, c'est un exemple qui est donné dans l'étude, un couple explique qu'avoir pu acheter une maison ensemble avec une reconnaissance officielle, ça a changé la manière dont ils se parlaient à table. En fait, la reconnaissance au travers de leurs options testamentaires a modifié la manière dont ils se percevaient l'un à l'autre et ça montre à quel point les représentations sociales influencent l'intimité quotidienne. Chez Riegel, on commence à percevoir une notion qui est intéressante, c'est la capacité d'être soi-même en public, et ça c'est repris dans des études, c'est les démonstrations d'affection en public. On va maintenant explorer ça un tout petit peu plus pour voir comment aimer peut devenir un acte de résistance, mais quelles sont les tensions auxquelles ça soumet le couple queer quand c'est considéré comme un lieu politique. On a chez Stamwitz et Wessler en 2021 l'idée que le stress minoritaire dépend du contexte et il a un effet fort sur la qualité de la relation. En 2021, Stamwitz et Wessler, ils étudient comment le contexte influence le comportement et la qualité de la relation pour les couples queer. Et ils montrent que le stress minoritaire inhibe l'expression affective, la démonstration d'affection en public, qui est pourtant cruciale pour la satisfaction de la relation et l'attachement. Il montre qu'il y a une autocensure dans certains contextes, par peur du jugement, par peur du rejet ou des agressions, et ça constitue en fait une pression constante sur la relation. Et ce stress relationnel extérieur, c'est un facteur qui affaiblit la qualité et la durabilité des couples queer dans des environnements hostiles. Et en gros, pour réaliser cette étude, ils ont analysé le comportement de couples qui étaient en fait des étudiants, comment ils se comportaient à l'université et comment ils se comportaient en centre-ville, dans un endroit qui n'était pas très très ouvert. Et ils montraient que l'université était un milieu plutôt positif et accueillant, bienveillant, alors que le centre-ville était un milieu particulièrement hostile. Et en regardant les différences de comportement, il a pu aboutir un petit peu à cette approche. Mais une conclusion qui est très forte, c'est que un contexte menaçant est compris comme étant un stress minoritaire par les couples qui vont, en réponse à ça, réduire leur démonstration d'affection en public, ce qui conduit à une baisse de leur intimité, une baisse de leur satisfaction dans le couple. Le fait de ne pas pouvoir démontrer son affection en public, ça fragilise profondément le lien conjugal.
Pour continuer d'explorer cette idée de stress minoritaire, j'aimerais aborder maintenant le cas des relations interethniques. Et là, on est dans le cas d'un amplificateur. On va s'intéresser à l'étude de Sina en 2023 où on a 249 personnes queer racisées en couple interethnique avec un ou une partenaire blanche qui sont étudiés. On a 39 personnes trans ou non-binaires, 36 couples non monogames, 44 femmes étudiées dans l'étude. On a quand même un échantillon très très diversifié. Et on voit chez Sina que les couples de personnes queer racisées en configuration interethnique sont souvent perçus comme illégitimes ou transgressifs, à la fois dans la société, mais aussi dans leur propre communauté. Il y a des regards désapprobateurs, des questions intrusives, un peu sexualisantes, l'absence de reconnaissance familiale. Et ça conduit à une pression constante de justification de leurs liens amoureux et à un sentiment d'insécurité dans l'espace public. Et Sina retrouve le fait que les personnes queer racisées en couple interethnique limitent souvent leur démonstration d'affection en public par peur d'être agressées, de déclencher des propos racistes ou homophobes et de subir des micro-agressions ou des humiliations. Mais comme ça se fait dans un cadre d'un couple interethnique avec un ou une partenaire blanche, il y a souvent un déséquilibre dans le couple qui est qu'une personne va être plus souvent la cible de ces micro-agressions. Ça va pouvoir engendrer de l'incompréhension, une absence de soutien entre les deux partenaires et parfois, de la part du partenaire blanc, une reproduction involontaire des comportements, de ces comportements oppressifs. Et pour ces personnes queer racisées en couple interethnique, c'est qu'elles peuvent subir un rejet ou une marginalisation dans leur propre communauté, où on va retrouver du racisme, de la fétichisation, de l'invisibilisation. Et ce rejet dans les communautés queer se retrouvent également dans leur propre communauté ethnique ou religieuse d'origine, avec un rejet de leur sexualité ou de leur identité de genre. Et tous ces éléments, tout ce stress diminue directement la satisfaction dans le couple et le bien-être personnel, et ça, c'est des indicateurs clés de la stabilité du couple. On a cette idée que les couples queer, en particulier les personnes queer racisées, doivent mobiliser des ressources internes importantes pour se défendre de ces agressions du quotidien, et ça va être des mécanismes de défense qui vont être par exemple de quelque part surreprésenter l'identité qui se donne, avoir une identité très très forte, très marquée, qui va sembler peut-être un peu surprenante pour des personnes extérieures qui observent ces situations, mais c'est des mécanismes de défense qui sont mis en place par ces personnes pour compenser et se protéger des effets du stress extérieur. Et ce fardeau d'adaptation, il impacte négativement la longévité du couple, en gros, s'il n'est pas contrebalancé ou pas clairement compris. Il y a, encore une fois ici, l'idée que l'énergie dépensée pour se protéger de son environnement est peut-être moins disponible pour pouvoir faire grandir son couple, se protéger, prendre soin de soi et de l'autre. On voit dans cette partie que, certes, des droits plus égaux permettent la convergence de la longévité des couples et montre aussi la nécessité de la reconnaissance légale des couples comme un élément fondamental et nécessaire qui permet du coup l'égalité et qui permet aux couples de pouvoir être vraiment eux-mêmes. Et ça, on voit que ça se fait par les institutions, mais ça se fait également dans le cercle privé où tous ces éléments sont importants et doivent s'imbriquer ensemble pour permettre l'épanouissement de la relation. Et ce qu'on a dit dans la dernière partie, notamment sur les personnes queer racisées, et là on était dans le cas des personnes queer racisées dans des relations interethniques, il y a encore des progrès à faire. Ce qui montre que le couple queer est un objet encore de militantisme intime, mais il consomme cette énergie aux partenaires qui sont peut-être un peu plus tendus, moins à même de faire vivre leur amour. En conclusion, on a vu dans cet épisode que ce qu'on a longtemps pris pour un signe de réussite, c'est-à-dire une relation qui dure, eh bien ça mérite d'être interrogé, parce que les études le montrent, la longévité n'est ni preuve d'amour, ni garantie de bonheur. Elle peut, selon le contexte, être le fruit d'un amour profond, ou le produit d'un carcan social. Alors oui, les couples queer se séparent plus souvent dans les premières années, mais ça c'était vrai surtout dans la fin des années 90, et ça reflète surtout un manque de reconnaissance, de modèle, de soutien. C'est pas une fragilité intrinsèque. Ce sont les effets du stress minoritaire, et pas les failles de l'amour queer qu'on voit ici. Et à l'inverse,
Un quart des couples hétérosexuels restent ensemble pour des mauvaises raisons, par peur du jugement, par des contraintes religieuses, financières ou par simple absence d'alternative. Et une longévité est parfois obtenue au prix du silence, de la résignation, voire de la souffrance. Mais c'est terrible ça. Et au cœur de cette distorsion, il y a quelque part l'hétéronormativité. C'est un système qui impose un modèle unique du couple réussi, hétéro, monogame, marié, durable. Elle érige la durée en trophée, elle naturalise les inégalités de genre où la femme soutient, endure, s'efface, elle doit souffrir en silence. Elle dévalorise les séparations et elle invisibilise les alternatives et elle fait du regard social, elle fait du regard de la société un jugement permanent capable de valider ou disqualifier l'amour en fonction de sa conformité à la norme. Et ce regard, il n'est pas neutre, il valide certains amours, il en disqualifie d'autres, il encourage la conformité, il punit la différence et il force parfois à rester dans des relations qui ne font plus aucun sens juste pour sauver les apparences. Et ce modèle, il tient pas pour tout le monde et encore moins pour celles et ceux aux marges multiples, pour les personnes racisées, les couples interethniques queer, les personnes trans ou non-binaires. Le combat pour aimer librement reste encore aujourd'hui profondément inégal. Le couple devient parfois, dans ces cas-là, un espace de résistance, une île de protection dans un environnement très très hostile. Mais ce militantisme intime, il a un coût. Cacher ses gestes d'affection, porter l'invisibilisation, lutter contre les doubles discriminations, sans toujours trouver le soutien dans la communauté proche ou dans la société au sens large, eh bien tous ces éléments, ça consomme. Donc si tu te reconnais dans un couple de cette diversité, aux marges multiples, si tu es une personne racisée, un couple interethnique queer, une personne trans ou non-binaire, et que tu es dans un amour qui dure, bravo, parce que tu dois te rendre compte que quelque part, tu as été soumis à un petit peu plus de difficultés ou à plus de challenges que ne l'ont été un couple hétérosexuel. Et le fait d'avoir cette longévité, une démonstration de ta capacité à t'adapter, à construire une relation qui te ressemble et à dépasser des difficultés que sans doute bien d'autres couples n'auraient peut-être pas pu traverser. Prenons un petit peu de temps et sur la base de cette idée reçue qui devait invalider les amours queer, plutôt prenons le temps de reconnaître ce symbole de force que constituent les relations queer qui durent. Parce que cette idée de plus grande instabilité chez les couples queer, parfois utilisée par les réactionnaires comme une preuve de l'infériorité de ces relations, c'est vraiment un révélateur puissant des violences systémiques. Le stress minoritaire qui met sous tension les liens, qui épuise les ressources psychiques des personnes, qui freine l'accès à un amour serein, et de l'autre côté, la prison silencieuse dans laquelle un couple hétéro sur 4 évolue, enfermé dans des normes genrées qui commandent de rester même quand la souffrance domine. Ce que nous disent les recherches, ce n'est pas que les relations longues sont mauvaises ni que les relations courtes sont meilleures, c'est que la durée n'est pas un critère suffisant pour juger la valeur d'un lien, et ce qui compte, c'est la liberté, la qualité, la reconnaissance. Ce qui devrait être au cœur de nos réflexions, c'est la liberté de choisir de rester ou de partir sans être jugé, la qualité du lien, le partage du pouvoir, la capacité à traverser les tempêtes ensemble, et surtout la reconnaissance par la société qui permet à chacun d'aimer sans avoir à se battre pour exister. Et c'est dans cette direction que pointe le modèle des relations démocratiques, des relations fondées sur l'égalité, le dialogue, la co-construction, des relations qui ne durent pas pour cocher des cases, mais parce qu'elles nourrissent, elles apaisent ou elles élèvent, et peut-être qu'un jour, aimer librement sera plus un acte de courage. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. On arrive à la fin de l'épisode. Si tu as apprécié ou s'il y a des choses qui t'ont fait réagir, n'hésite pas à me rajouter un commentaire. Tu peux le faire sur Spotify. Si tu penses que cet épisode pourrait répondre à des questions que se pose un de tes proches, je t'invite à le partager et à faire découvrir le podcast autour de toi. J'étais en colère, bon, je le suis un petit peu moins, mais je constate qu'il y a encore beaucoup de travail et j'espère que ce podcast, quelque part, c'est une brique qui se rajoute et qui permettra de faire avancer un petit peu le regard qu'on peut porter sur nos différences. Travailler sur la longévité des couples m'a aussi conduit à questionner quels étaient les facteurs universels de stabilité chez les couples. Et peut-être qu'il y aura un format court ou un autre épisode qui permettra de donner des détails sur quels sont les facteurs universels de la stabilité des couples. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère que tu as appris des trucs et que tu as kiffé. Et je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.